L'IA, on en entend parler partout, tout le temps. Mais bon, au-delà du buzz, comment ça se fabrique concrètement? D'où elle sort, cette fameuse intelligence? Allez, aujourd'hui, on soulève le capot et on va voir ensemble comment on assemble une IA brique par brique. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment on construit une IA? On a parfois l'impression que c'est une sorte de magie noire, mais en fait, pas du tout. C'est un processus d'ingénierie, un parcours qui part de concepts mathématiques, parfois un peu abstraits, pour aboutir à un système qui, lui, est capable d'apprendre et de prendre des décisions. Alors, par où est-ce qu'on commence pour bâtir une machine pareille? Voici notre feuille de route, notre plan de montage si on veut. On va suivre le processus étape par étape, vraiment, du plan initial à la machine finale. On va commencer par les fondations, puis on ajoutera les matières premières, le moteur, on construira ensuite une application bien concrète et on finira avec une petite mise à niveau. C'est parti! Alors, on attaque avec le plan. Comme pour n'importe quel grand projet, tout commence par là. Et pour une IA, c'est absolument crucial. Il faut d'abord définir ce qu'on veut construire. Parce que non, ce n'est vraiment pas de la sorcellerie, c'est un vrai domaine de l'ingénierie avec des objectifs et des principes très clairs. Donc, l'IA, au fond, c'est quoi? L'idée la plus simple, c'est celle-ci. Au lieu de donner 1 million de règles à un ordinateur, on va plutôt lui apprendre en lui montrant 1 million d'exemples. En gros, c'est un ensemble de technologies qui permettent à des machines d'apprendre toutes seules à partir de données, d'y repérer des motifs, des schémas et de prendre des décisions, le tout sans qu'on ait à programmer à la main chaque cas de figure possible. Bon, maintenant passons aux matières premières. Aucune construction ne se fait sans matériaux, c'est évident. Dans le monde de l'IA, le matériau de base, le socle de tout, c'est le langage universel des mathématiques. C'est ça qui va permettre de transformer des données brutes en quelque chose qu'une machine peut enfin comprendre et manipuler. Et attention, quand on dit maths, on ne parle pas de n'importe lesquels. En fait, tout repose sur 3 grands piliers, 3 domaines qui sont absolument essentiels. Ce sont eux qui, ensemble, font tourner la quasi-totalité des algorithmes, des plus simples jusqu'aux réseaux de neurones les plus complexes qu'on puisse imaginer. Alors, voilà nos 3 piliers. Pour se faire une image, c'est assez simple. L'algèbre linéaire, c'est un peu comme la charpente du bâtiment. C'est elle qui va structurer, organiser toutes les données. Ensuite, le calcul différentiel, ça c'est le mécanisme d'ajustement. C'est ce qui permet à l'IA de corriger le tir, d'apprendre de ses erreurs. Et pour finir, la théorie des probabilités, c'est ce qui lui permet de gérer l'incertitude du monde réel, parce que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Pour que ce soit un peu plus concret, l'algèbre linéaire nous donne des outils comme les vecteurs et les matrices. Une simple image, par exemple, pour une machine, ce n'est rien d'autre qu'un grand tableau de nombres, une matrice. Un mot, quand on fait du traitement de langage, peut être représenté par une série de nombres, un vecteur. C'est littéralement comme ça que l'IA voit et lit le monde qui l'entoure. Ok, on a nos matériaux. Il nous faut maintenant un moteur. Quelque chose qui va prendre toutes ces maths, toutes ces données, et les transformer en apprentissage. C'est le cœur du réacteur, le mécanisme qui permet à la machine de s'améliorer, toute seule. L'analogie est très simple, mais elle est vraiment puissante. Imaginez-vous au sommet d'une colline, en plein brouillard. Et votre objectif, c'est de trouver la vallée, le point le plus bas. Qu'est-ce qu'on ferait? On regarderait autour de soi et on ferait un pas dans la direction où la pente descend le plus fort. Et on répète ça encore et encore jusqu'à arriver tout en bas. C'est exactement l'idée qui se cache derrière le moteur d'apprentissage de l'IA. Et ce processus, cette fameuse descente de colline, ça porte un nom un peu technique, la descente de gradient. C'est vraiment l'algorithme d'optimisation qui est au cœur de quasiment toute l'IA moderne. C'est lui qui va, en quelque sorte, tourner les boutons internes du modèle petit à petit pour réduire l'écart entre ce que le modèle prédit et la réalité. Concrètement, comment ça marche? C'est un cycle en 4 temps. D'abord, on se place au hasard sur notre colline de l'erreur. Ensuite, on calcule la pente, là juste où on est, c'est le fameux gradient. Troisième étape, on fait un petit pas dans la direction opposée à la pente, donc vers le bas. Et enfin, on recommence. On répète ça des milliers, des millions de fois, jusqu'à ce qu'on arrive le plus près possible du point le plus bas, là où l'erreur est minimale. Bien, maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va les assembler. On va voir comment nos matériaux mathématiques et notre moteur d'apprentissage peuvent se combiner pour créer quelque chose de concret. Un système capable de voir, de reconnaître des objets dans des images. Pour faire ça, l'outil de prédilection, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones convolutifs, ou CNN. Il faut savoir qu'avant les CNN, les ingénieurs devaient dire à la main à l'ordinateur ce qu'ils devaient chercher, des lignes, des coins, des ronds. La révolution des CNN, c'est qu'ils apprennent à trouver ces caractéristiques tout seuls, directement à partir des pixels de l'image. Et comment il fait ça?
grâce à une opération mathématique appelée la convolution. La clé de tout, c'est ce qu'on appelle le filtre. Imaginez un filtre comme un tout petit détecteur spécialisé. C'est juste un petit carré de nombres, mais il est conçu pour repérer une seule chose très simple. Une ligne verticale, un coin, une courbe, une couleur. Maintenant, imaginez ce filtre comme une petite loupe qui va se déplacer sur toute la surface de l'image, pixel par pixel. À chaque endroit où il s'arrête, il regarde la petite zone de l'image en dessous et il fait un calcul. Et le résultat de ce calcul, c'est un score. Un score élevé si la caractéristique qu'il cherche est là, et un score faible si elle n'y est pas. Et le résultat de ce balayage est assez bluffant. On part d'une simple grille de pixels, l'image de base, et on arrive à ce qu'on appelle une carte de caractéristiques. C'est en fait une nouvelle image, une sorte de calque, qui met en lumière tous les endroits où le filtre a trouvé ce qu'il cherchait. On vient de transformer une image complexe en une carte de motifs simples. Ce processus, c'est une brique de base qu'on va répéter plusieurs fois. Juste après la convolution, on applique une étape très simple qui s'appelle ReLU. Son rôle, c'est un peu celui d'un interrupteur. Il laisse passer les signaux positifs et il bloque les négatifs. Ça aide le modèle à apprendre des choses plus complexes. Et enfin, le pooling, ça consiste à réduire la taille de l'image, un peu comme si on dézoomait, pour ne garder que l'essentiel et surtout pour aller plus vite. Convolution, ReLU, pooling, c'est le trio gagnant d'un CNN. Ok, notre machine est assemblée, elle est fonctionnelle, mais on peut encore l'améliorer. C'est le moment de passer à la mise à niveau. Une mise à niveau qui va la rendre beaucoup plus efficace, surtout quand on n'a pas des tonnes de données étiquetées par des humains sous la main. La méthode classique, c'est l'apprentissage supervisé. Ça demande un travail de titan, il faut des montagnes de données et des humains pour tout étiqueter. Ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. C'est long, c'est cher, bref. Mais l'apprentissage auto-supervisé, le SSL, c'est bien plus malin. L'idée, c'est quoi? C'est de laisser le modèle se débrouiller tout seul, de lui faire créer ses propres devinettes à partir des données brutes, sans qu'on ait besoin de lui tenir la main. Par exemple, on peut lui donner une image, en cacher une partie et lui demander de deviner ce qu'il y a dans le trou. Ou alors, on prend une phrase, on mélange l'ordre des mots et on lui demande de tout remettre dans le bon ordre. En résolvant ces petites énigmes qu'il se pose à lui-même, le modèle apprend des représentations du monde qui sont incroyablement riches. Et ça, c'est une révolution, parce que des données non étiquetées sur Internet, il y en a à l'infini. Voilà, prenons un peu de recul et regardons la machine qu'on vient de construire ensemble. On a assemblé tous les composants, depuis le concept de base jusqu'aux techniques les plus récentes, pour créer un système d'IA complet et fonctionnel. Pour résumer notre processus de construction, on a débuté avec un plan clair. On a utilisé les maths comme matière première. On a installé la descente de gradient comme moteur pour qu'il puisse apprendre. On a assemblé une architecture sur mesure, comme un CNN pour la vision, et on l'a même améliorée avec des techniques de pointe comme le SSL. Chaque pièce a son rôle, et c'est leur assemblage qui crée une machine intelligente. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Maintenant qu'on a compris comment la machine est construite, la vraie question, la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Les possibilités sont vertigineuses, que ce soit en médecine, dans l'art, en sciences. La question n'est plus seulement technique, elle devient une question de société, de créativité. Qu'est-ce qu'on va choisir de construire? Merci de nous avoir suivis.